pas viser ceux qui veulent croire en l'islam et sont pleinement citoyens de notre République. Et au fond, depuis des années, nous sommes encombrés par cette réalité. Voulez-vous dire les choses et considérer que des millions de nos citoyens vivent dans la République comme citoyens pleins et entiers et croient dans l'islam? On vous dit, vous êtes naïfs, vous les couvrez, vous ne regardez pas le problème en face. Voulons-nous répondre à ces dérives que j'évoque, y compris dans leurs formes les plus radicales? On tombe dans le piège de stigmatiser toute une religion. Le chemin, c'est celui que je viens de tracer. Isoler le problème, celui de l'islamisme radical, savoir que chacune de ces étapes peut mécaniquement entretenir l'autre. Et donc ne céder à aucune facilité, aucun cynisme, dire les choses, et accepter aussi que nous sommes face à un défi qui a mis des décennies à se constituer dans notre pays et que nous ne le terrasserons pas en un jour. Mais c'est ensemble que nous devons, dans un réveil républicain, nous opposer à ceux qui veulent nous séparer. Beaucoup de choses ont été écrites, décrites, analysées très profondément sur ce que notre pays vit à cet égard. J'aurai l'humilité de ne pas me prétendre un spécialiste, mais en quelques mots pour partager les choses telles que je les vois. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Regardez notre ami de la Tunisie, pour ne citer que cet exemple. Il y a 30 ans, la situation était radicalement différente dans l'application de cette religion, la manière de la vivre, et les tensions que nous vivons dans notre société sont présentes dans celle-ci, qui est sans doute l'une des plus éduquées, développées de la région. Et donc, il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ces formes radicales, par ces tentations radicales, et par une aspiration à un djihad réinventé, qui est la destruction de l'autre. Le projet de califat territorial, contre lequel nous avons lutté au Levant, contre lequel nous luttons au Sahel, mais partout des formes plus ou moins insidieuses, les plus radicales. Cette crise nous touche, par définition aussi. À cela s'ajoutent les influences extérieures et une organisation méthodique de pouvoirs politiques, d'organisations privées qui ont poussé ces formes les plus radicales. Et il faut bien le dire que nous avons laissé faire, chez nous comme à l'étranger. Wahhabisme, salafisme, frères musulmans, beaucoup de ces formes étaient au début d'ailleurs pacifiques pour certaines. Elles ont progressivement dégénéré dans leur expression, elles se sont elles-mêmes radicalisées, elles ont porté des messages de rupture, un projet politique, une radicalité dans la négation, par exemple, de l'égalité femmes-hommes, et par des financements extérieurs, par un endoctrinement venant de l'extérieur, elles ont atteint notre territoire dans son intimité. Cette réalité nous touche, nous frappe, elle a grandi ces dernières années, il faut la nommer. À cela s'ajoute le terreau sur lequel tout ce que je viens de décrire s'est établi. Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers. C'est la ghettoisation que notre République, avec initialement les meilleures intentions du monde, mais a laissé faire. C'est-à-dire que nous avons eu une politique, on a parfois appelé ça une politique de peuplement, mais nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés. Et nous le savons très bien. Nous avons concentré les populations souvent en fonction de leurs origines, de leurs milieux sociaux. Nous avons concentré les difficultés éducatives, économiques dans certains quartiers de la République. Nous avons, malgré les efforts des élus, des préfets de la République, dont je salue l'engagement, nous n'avons pas pu, à cause justement de cela, suffisamment recréer de mixité. Et surtout, nous n'avons pas réussi à aller aussi vite que ce phénomène en termes de mobilité éducative et sociale. Et donc,
nous avons créé des quartiers où la promesse de la République n'a plus été tenue. Et donc, des quartiers où l'attraction de ces messages, où ces formes les plus radicales, qui étaient source d'espoir, qui apportaient et qui apportent, soyons lucides, des solutions pour éduquer les enfants, apprendre la langue d'origine, s'occuper des personnes âgées, fournir des services, permettre de faire du sport. Au fond, ce que la République n'a plus apporté parce qu'elle était submergée par ses propres difficultés, parce que parfois elle avait reculé en termes de services publics, eh bien, ces organisations, les porteurs de cet islam radical, s'y sont méthodiquement substitués. Et donc, sur nos reculs, parfois nos lâchetés, ils ont construit leur projet. Méthodiquement, là aussi. C'est pourquoi les insuffisances de notre politique d'intégration, de nos luttes contre la discrimination, du racisme comme de l'antisémitisme, l'un nourrissant l'autre, ont aussi progressivement favorisé ce développement. J'ajoute un dernier point pour ce qui est de notre pays et essayer de décrire de la manière, je dirais, la plus humble, sans doute imparfaite, mais ce que nous avons vécu et ce que nous vivons. S'ajoute à tout cela le fait que nous sommes un pays qui a un passé colonial. Et c'est ainsi. Et qui a des traumatismes qu'il n'a toujours pas réglés, avec des faits qui sont fondateurs dans notre psyché collective, dans notre projet, dans notre manière de nous voir. La guerre d'Algérie en fait partie. Et au fond, toute cette période de notre histoire est revue comme à rebours, parce que nous n'avons jamais déplié les choses nous-mêmes. Et donc nous voyons des enfants de la République, parfois d'ailleurs, enfants ou petits-enfants, de citoyens aujourd'hui issus de l'immigration et venus du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, revisiter leur identité par un discours post-colonial ou anticolonial. Nous voyons des enfants dans la République qui n'ont jamais connu la colonisation, dont les parents sont sur notre sol et les grands-parents depuis longtemps, mais qui tombent dans le piège, là aussi méthodique, de certains autres, qui utilisent ce discours, cette forme de haine de soi que la République devrait nourrir contre elle-même, mais aussi de tabous que nous avons nous-mêmes entretenus, et faisant miroiter leurs origines avec notre histoire, nourrissent aussi ce séparatisme. Je distingue chacun de ces éléments méthodiquement, mais ils se mélangent tous dans la réalité de nos vies. Ils se mélangent tous. Ils se nourrissent les uns des autres. Et le projet politique, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé séparatisme islamiste, parce qu'il s'émancipe parfois même de la stricte religion dans un projet conçu. Eh bien, mélange toutes ces réalités. Mais elles sont là. Et donc, il nous faut affronter avec beaucoup de détermination et de force les formes inacceptables et radicales aujourd'hui à court terme. Il nous faut reconquérir tout ce que la République a laissé faire et qui a conduit une partie de notre jeunesse ou de nos citoyens à être attirés par cet islam radical. Et il nous faut aussi revenir sur nos propres traumatismes et nos propres insuffisances pour en quelque sorte ouvrir ce livre. Et je le dis parce que c'est tout cela qu'il nous faut tenir ensemble. Si nous avons un discours réducteur, nous enverrons un message simple à toute la jeunesse des quartiers. Nous ne vous aimons pas, vous n'avez pas de place dans la République, filez vers chez eux. Si nous avons un message naïf, nous laisserons aussi filer toute une partie de notre République qui nous dira « ils ne savent pas s'attaquer aux problèmes de mon quotidien ». J'en vis les conséquences. Je vois l'école qui ferme à côté de chez moi, les pratiques, l'association, les psalmodieurs. Il nous faut traiter les deux tout à la fois, en dépliant chacun des points que je viens d'évoquer. Et donc, c'est une action qui commence aujourd'hui, et c'est une action tous ensemble que nous devrons mener et qui prendra des années et des années. Sur ce sujet, nous agissons depuis le premier jour, avec beaucoup de force, de détermination sur le terrain. Nos fonctionnaires sont à pied d'œuvre. Je ne vais pas ici redire tout ce qui a été fait depuis 3 ans en matière de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup a été fait par nos services de renseignement, par nos forces de sécurité intérieure, par nos magistrats.
des lois votées dès le début du quinquennat, une organisation nouvelle, des services de renseignement mieux coordonnés, un parquet spécialisé créé, des moyens accordés, 32 attentats déjoués. Mais les choses se sont aussi transformées, accompagnant les mutations que je viens d'évoquer. Nous avions affronté un terrorisme importé, nous avons ce qu'on appelle un terrorisme endogène, dont les formes se sont hybridées et qui est aux confins, pour certains, des dérives qui viennent de l'islam radical, pour d'autres, aux confins de la psychiatrie et de la radicalisation politico-religieuse, avec parfois des individus, on le sait, très isolés, qui peuvent en quelques heures se radicaliser. Et donc il nous faut continuer avec détermination, force, et c'est la mission, l'engagement du ministre de l'Intérieur et à ses côtés de tous les fonctionnaires auprès de lui, c'est aussi la mission du garde des Sceaux pour continuer à déjouer, à avancer, à reconquérir. Nous avons aussi, depuis 2017, accru la lutte contre la radicalisation, là aussi avec des actes clairs, précis, fermes. Dès la fin 2017, des plans de lutte contre la radicalisation impliquant l'ensemble des services de l'État ont été déployés à bas bruit, dans 15 quartiers, de manière extrêmement confidentielle pour avoir des méthodes les plus efficaces, avec une coopération de tous les services de l'État, des magistrats sur le terrain, des services de renseignement. 212 débits de boissons, 15 lieux de culte, 4 écoles, 13 établissements associatifs et culturels ont été fermés. Des centaines de contrôles réalisés, des millions d'euros saisis dans ces quartiers. Les résultats obtenus nous ont conduits à étendre cette méthode à l'ensemble du territoire. Les résultats, nous les avons. Cette méthode a éprouvé son efficacité. Nous l'étendons et nous la menons maintenant partout sur le sol français. Dans chaque département, des cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire ont été installées l'hiver dernier. Elles ont déjà permis d'interdire des conférences organisées par des mouvements islamistes radicaux, d'entraver financièrement une association détournant sa raison d'être pour promouvoir l'islam politique, ailleurs de fermer une école clandestine où des jeunes filles de 7 ans portaient le voile intégral, etc., etc. Au total, depuis le 1er janvier 2020, 400 contrôles ont été effectués, 93 fermetures prononcées. Les actes sont là, je les assume, le gouvernement avec moi. Ils valent souvent mieux que les mots. Nous continuerons sur ce point d'avancer. Et je veux souligner combien le travail qui est conduit par le gouvernement en matière de lutte contre les stupéfiants et contre les bandes organisées est un travail jumeau de celui-ci. Parce que bien souvent, ces réseaux d'un islam radical sont financièrement organisés en lien avec les stupéfiants, en lien avec une économie qui les nourrit et organise, si je puis dire, les propres désordres du quartier ou son propre ordre parallèle. Tout ça se tient et c'est ce plan coordonné, déterminé que nous continuerons de mener. Nous n'avons jamais fait preuve d'angélisme ou de naïveté, ces actions n'avaient jamais été mises en œuvre avec un tel esprit systématique et une telle méthode. Il nous faut donc aujourd'hui non seulement les poursuivre, mais les amplifier. Notre réponse doit être plus large, puissante, répondre aux problèmes concrets observés sur le terrain. Et la réponse passe par des mesures d'ordre public, elle passe aussi par des mesures de réengagement de la République et au fond par une stratégie d'ensemble que je veux ici exposer et qui pour moi tourne autour de 5 piliers principaux. C'est une mobilisation de toute la nation, ce réveil républicain que j'évoque. Et ce que nous avons ainsi conçu, préparé, mûri, c'est le fruit des observations de terrain de nos fonctionnaires, mais aussi des élus, des associations, parce qu'il nous faudra tous ensemble la bâtir.